votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Politique. Scrutin libre et transparent en 2024. Telles sont les exigences du F24 qui appelle à une mobilisation du peuple ce dimanche. La plateforme a fait face à la presse. Les détails au cours de cette édition. Développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est l'objectif de l'ISRA en collaboration avec le Centre de recherche zootechnique de Dara. Un atelier s'est tenu à Saint-Louis à cet effet. Installation ce jeudi du directeur général du port de Nahonga. Un budget de 2 milliards sera mis à disposition de la nouvelle direction. Près de 300 jeunes seront recrutés pour son exploitation. Ce port situé à Foundiougne a été inauguré, je le rappelle, il y a 8 ans. Et puis, match amical entre le Sénégal et l'Algérie. Le nouvel attaquant d'Al Nassr, très confiant pour le 12 septembre, Sadio Mané, invite ses coéquipiers à ne pas entamer cette rencontre avec un esprit revanchard. Rendez-vous dans la page des sports. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'inhumation ce vendredi de Jean-Paul d'Almeida. Le jeune mannequin et acteur décédé lundi dernier a rejoint sa dernière demeure ce 8 septembre. Après 4 nuits de veillée et de prière, un dernier hommage lui a été rendu à l'église des martyrs de l'Ouganda ce matin. L'homme, adulé pour ses œuvres sociales, son humanisme et son professionnalisme, a été accompagné par une marée humaine. L'église où la messe se déroulait a refusé du monde, musulmans et chrétiens confondus. Décédé le 4 septembre 2023, Jean-Paul d'Almeida ou Hakim ou encore Maurice ou Abdel, le plus beau de ces noms d'acteurs, repose désormais au cimetière catholique Saint-Lazare, Béthanie de Dakar. Et adieu l'artiste, paix à son âme. Le F24, je vous l'annonçais en titre, intensifie la lutte pour la libération des détenus politiques. Le Front invite les populations à se mobiliser ce dimanche soir pour se faire entendre, mais aussi et surtout exiger l'arrêt des confiscations des libertés et réclamer une élection transparente en février 2024. Mamadou Lamine Dianté est le porte-parole du jour du F24. Nous l'écoutons avec Al-Hassan et Amadouba. Le F24 se mobilise pour faire libérer les prisonniers politiques, avec en premier chef le président Ousmane Sonko. Nous voulions également faire cesser les confiscations des libertés et pour l'organisation inclusive et sincère, transparente et apaisée de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour contribuer à la préservation de la paix, au triomphe de la vérité et de la justice dans notre pays, F24 invite les citoyens, sans exception, ce dimanche 10 septembre 2023, de 21h à 22h, pour se faire entendre par le gouvernement de Macky Sall. F24 demande de se faire entendre à travers ce que nous appelons un bruitage très fort. Tout ce que l'on peut utiliser comme instrument pour faire du bruit, que ce soit des casseroles, que ce soit des sifflets, que ce soit des vuvuzelas, que ce soit des klaxons. Évidemment, tout ce qui peut contribuer à faire un bruitage très fort. Accompagner cela par une illumination en allumant les torches des téléphones portables.
Les instituts sénégalais de recherche agricole de la vallée du fleuve Sénégal face aux défis des changements climatiques pour une agriculture durable et souveraine. C'est le thème de la rencontre organisée par les centres de recherche agricole ISRA de Saint-Louis. Le but est de faire la préprogrammation scientifique 2024 du CRA ISRA de Saint-Louis en partenariat avec le centre de recherche zootechnique de Dara. Les scientifiques veulent développer ainsi les secteurs de l'agriculture mais aussi de l'élevage pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Des scientifiques, éleveurs et agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal ont discuté sur les défis des changements climatiques pour une agriculture durable et souveraine. L'objectif est de construire ensemble des projets de recherche avec les acteurs des différents secteurs d'activité. La valorisation même de ces résidus agricoles par les cheptels permettent d'améliorer en tout cas leur productivité aussi bien en viande et en lait. Mais inversement aussi, les fumées organiques aussi qui sont générées par ces animaux aussi, on sait combien ça contribue à améliorer en tout cas la fertilité des sols et par ricochet, donc l'augmentation de la productivité agricole. Dans la vallée du fleuve Sénégal, plusieurs variétés de riz ont été expérimentées. Pour le gouverneur de la région, elles vont permettre d'augmenter la production du riz dans la partie nord du pays. En termes de présentation des résultats, les différentes variétés de riz, ISRI, avec plusieurs variétés qui ont fait même l'objet d'homologation à l'échelle même de la sous-région. Cette rencontre a permis aux scientifiques d'exposer les différents résultats obtenus pour une meilleure production dans la vallée du fleuve. Parce que jusque-là, on avait un engrais standard, mais actuellement, on est en train de développer au niveau de l'ISRA en partenariat avec nos partenaires des formules d'engrais qui ont été mises en place sur la base d'un test de différents types de sols pour voir leurs besoins en nutriments et suivant les différents types de spéculations. On a eu quelques résultats, on a renouvelé les essais cette année pour essayer d'améliorer un peu et avoir des engrais qui sont adaptés aux différentes zones agroécologiques et dans la vallée du fleuve du Sénégal. Cette année, la programmation scientifique regroupe, en fonction de la situation géographique, différents centres de l'ISRA pour mutualiser les efforts et dégager des perspectives de recherche pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Allez, toujours en agriculture, mais cette fois-ci, nous nous intéressons à la filière anacarde. Depuis l'interdiction de son exploitation par voie terrestre par l'État du Sénégal, eh bien, les exportations de cajou sont passées de 55 000 tonnes en 2017 à 96 000 tonnes en 2022. Pour booster davantage la filière, le projet d'appui à la compétitivité anacarde du Sénégal, le PACAS, vient de mettre à disposition des producteurs de la région de Sédhiou un important lot de matériel pour accompagner la filière. Boubacar Kounta est président de l'interprofession cajou du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Bakary Konté. On est là pour réceptionner les matériels agricoles après avoir fait la formation sur les bonnes pratiques agricoles, sur la transformation, mais aussi sur la commercialisation. Aujourd'hui, le projet est venu avec un matériel de 70 millions, composé de 30 000 plantes greffées de l'anacarde, accompagné de plus de 100 brouillettes et d'autres matériels agricoles pour vraiment booster la production. La filière anacarde, si c'est en termes d'emploi, si cette filière est bien entretenue, on ne peut plus parler de problème d'emploi dans nos différentes zones. La preuve aujourd'hui, au niveau de Ziguinchor, vous allez dans les différents magasins, il y a plus de 500 femmes qui travaillent, il y a plus de 400 jeunes qui travaillent tous les jours. Et aujourd'hui, ce projet, certes, l'État a accompagné à 1,6 milliard, comme mon prédécesseur vient de le dire. Nous demandons à l'État de prendre tous les fonds destinés à l'anacarde, à le donner à ce projet le projet d'appui à la compétition anacarde du Sénégal. Parce que c'est là où on a senti le résultat. 1,6 milliard, c'est insignifiant sur un projet. On a fait la journée Cajou du Sénégal à Kolda. On a démontré à travers ITEA que cette filière, selon la production actuelle que le Sénégal a, peut en termes d'exploitation engendrer plus de 700 milliards pour le Sénégal.
Et puis je vous l'annonçais en titre, le nouveau directeur général du port de Ndahonga installé ce jeudi dans ses fonctions. Annonce faite par le directeur général du port autonome de Dakar, Muntaga Sy, qui annonce le démarrage des activités pour le mois d'octobre. 300 jeunes seront recrutés dans un premier temps pour l'exploitation de l'infrastructure et un budget de 2 milliards sera mis à la disposition de la toute nouvelle direction. Le port situé à Foundiougne, je rappelle, a été inauguré il y a 8 ans. C'était en 2015. Les détails, c'est avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Généralement, avec son équipe, nous sommes à ta disposition. Muntaga Sy remet ainsi les clés du port de Ndahonga au directeur général nommé il y a quelques semaines. Le directeur du port autonome de Dakar énumère les importantes infrastructures pétrolières réalisées dans ce port de Foundiougne. Le port dispose d'un terminal pétrolier, donc un terminal d'hydrocarbures. Son Excellence le président Macky Sall a confié au directeur du port la mission de finaliser rapidement le projet de concession de ce terminal-là, qui va consacrer la possibilité d'injecter en stockage ici 11 000 m3 de 3 spéculations, 6 000 m3 de fioul lourd, 3 000 m3 de gasoil et 2 000 m3 donc d'essence, ce qui permettra les transporteurs autour de la région de pouvoir disposer dans le terroir sur un rayon de 300 km qui ne sera pas subventionné, donc l'activité qui va tenir. Dans 2 mois environ, les activités vont démarrer carrément dans ce port, un espoir pour tout le département de Foundiougne où les populations attendent depuis 2015 l'ouverture de ce port. Le port de Ndahonga-Foundiougne, la vocation initiale c'était un port passager. Maintenant, on a deux objectifs majeurs. Le port passager, on devra en faire un port commercial avec notamment le sel qui est une ressource très prisée et abondante dans la zone, mais également le port pétrolier. Donc ces deux leviers aujourd'hui qu'on m'a confiés, j'ai l'obligation de les terminer dans un délai très court parce que c'est un espoir aujourd'hui qu'un fils du terroir puisse servir le terroir. Parce que c'est que ce port-là, après le pont, le port devra quand même déclencher le développement, je dirais même éternel, de Foundiougne, qui a tant souffert, tant attendu. Et dans l'immédiat, un recrutement de 300 jeunes de la zone sera fait. Un budget a été déjà élaboré et sera mis à la disposition de la nouvelle direction. Ce port, dans 2 mois, finalisera un programme de recrutement de 300 jeunes. Ce port, dans 2 mois, démarrera l'exploitation du sel. Ce port, dans 2 mois, commencera donc l'implantation des activités industrielles dans les 570 hectares. Le nouveau directeur va lancer rapidement des opérations de dragage pour adapter le profil du chenal au navire projet qui viendra avant 2 mois commencer les opérations commerciales. Nous sommes là sur le terminal à passagers qui va changer de vocation vers un terminal commercial. Le budget dégagé est de 2 milliards de francs CFA. Ce budget sera mis sous gestion propre. Le nouveau directeur général du port de Ndahonga, Ngourdion, est inspecteur principal des impôts et domaines. Il est par ailleurs maire de la commune de Mbam. La Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de la pêche au Sénégal, la FENAGI, prône une gestion transparente des ressources halieutiques pour mettre fin aux difficultés qui affectent ce secteur. Une doléance formulée au cours d'un atelier sur la problématique de la transparence dans le secteur de la pêche, organisé en collaboration avec des acteurs non étatiques d'origine ghanéenne. Ces travaux visent également le renforcement et la promotion des capacités locales. Nous écoutons à ce propos Abdoulaye Samba. Il est le coordonnateur technique de la FENAGI et il s'exprime au micro de Mambiram Diouf. L'atelier que nous organisons a pour objectif de réfléchir ensemble sur comment améliorer la transparence dans le secteur de la pêche artisanale. Avec nos partenaires dont le siège se trouve au Ghana, le Semlao Africa. Nous sommes ici en train de dérouler la 3e phase de notre projet, qui d'abord en phase 1 et 2 a porté sur une revue documentaire, puis sur des études de terrain. Et aujourd'hui nous faisons la restitution de ces travaux. Quand on parle de transparence, il faut effectivement mettre à la disposition du public toutes les données qui existent et qui gravitent autour de la pêche. Nous avons une collecte de données, nous avons des statistiques, nous savons tout ce qui se passe dans le secteur de la pêche, mais malheureusement, on ne publie pas. Et c'est là où le bas blesse. Certains même évaluent
le niveau donc d'existence donc disons de la transparence jusqu'à 90%. Mais on ne peut pas dire qu'on est transparent parce que on ne publie pas ce qui existe comme données dans le secteur de la pêche. Et autre atelier dans cette édition, il concerne cette fois-ci l'assainissement dans la banlieue de Dakar. La Fédération nationale des habitantes tire la sonnette d'alarme. Dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, eh bien, de nombreuses écoles sont dépourvues de toilettes ou disposent de toilettes inadaptées. C'est ce qu'a révélé une étude donc que la FSH a effectuée. Au-delà de cette inadaptabilité des toilettes, des problèmes liés à l'approvisionnement en eau sont également notés. Astomeng est responsable de la collecte de données à la Fédération sénégalaise des habitantes, la FSH. Elle s'en explique au micro de Abdoulaye Patéane. On a pu collecter des données. Donc cette enquête, on l'a fait sur les besoins en eau, assainissement dans les structures publiques comme les écoles, les postes de santé et les marchés. Donc on a pu voir comme résultat l'état des toilettes dans les postes de santé. On a pu voir que les malades dans les postes de santé et les visiteurs utilisent les mêmes toilettes. On a pu voir dans les écoles les blocs étaient la plupart des blocs mixtes pour les filles et les garçons. On a pu voir pour les enseignants, le personnel enseignant, les blocs, c'est mixte entre les enseignantes et les enseignants, c'était mixte. Et même on a vu dans des écoles où les blocs sont utilisés par les enseignants et par les apprenants, et vraiment, c'était incroyable. Des écoles, on a pu aussi voir des personnes handicapées qui sont dans les écoles et qui ne peuvent pas accéder aux toilettes. Oui. Donc les toilettes qu'on a pu voir dans les écoles ne peuvent pas même être accédées par les élèves à cause de... Allez, à 2 semaines du Gamou de Tivaouane, toutes les dispositions prises pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans la ville sainte et que le drainage donc des eaux pluviales soit effectué. Les assurances du directeur général de l'ONAS, Mamour Diallo, étaient en tournée dans la cité religieuse pour s'enquérir de la situation à quelques jours du Maoulid. Nous l'écoutons au micro de Charanta Diop. Vous le savez, le Gamou arrive dans une vingtaine de jours. Et c'est un événement national. Son Excellence, le président de la République, nous a donné toutes les instructions pour que les mesures qui s'imposent, en tout cas s'agissant de l'ONAS, que toutes les mesures soient prises pour permettre le déroulement d'un Gamou sans difficulté majeure. La ville de Tivaouane a toujours été une préoccupation de premier plan dans les politiques d'assainissement définies par son Excellence, le président de la République, Macky Sall. Dans le cadre du projet des 10 villes, un investissement de 4,3 milliards a été réalisé ici. Aujourd'hui, les travaux sont achevés à plus de 97%. Mais c'était le volet eau usée. Et ce projet nous a permis de faire un raccordement sur 16 km à l'intérieur de la ville et a impacté plus de 1500 ménages dans la ville de Tivaouane. Il reste ces 45. Ces 45-là seront raccordés, Inch'Allah, d'ici au Gamou. Et nous, au niveau de ONAS, dans l'appui que nous souhaitons faire, nous nous sommes engagés à réaliser 100 branchements supplémentaires pour les populations de Tivaouane. S'agissant des eaux pluviales, l'ONAS a travaillé en relation avec la mairie pour arriver à un drainage des eaux au niveau de cette ville. Nous avons pu constater aujourd'hui que ces travaux avancent à un très bon rythme. Nous avons également visité le grand bassin de Tivaouane, qui, comme vous le savez, est un peu l'exutoire de toutes les eaux pluviales de la ville sainte. Bon, le marabout l'a indiqué tout à l'heure, effectivement, nous devrions travailler à l'élargissement, à l'agrandissement de ce bassin pour répondre aux besoins d'agrandissement de cette ville. Une motopompe aujourd'hui d'une capacité de 2400 m3 a été installée et prête à agir en cas de pluie, effectivement, pour procéder à l'écrêtage du bassin de manière à nous permettre un peu de vivre un Gamou sans grosse difficulté. Et puis vous le savez, les grands trains du Sénégal ont assuré cette année le trafic Thiès-Touba, un bilan très satisfaisant malgré quelques couacs notés. C'est l'avis du directeur général des grands trains du Sénégal, Samba Ndiaye, qui a tenu un point de presse à la gare ferroviaire de Thiès. Nous l'écoutons toujours au micro de Charanta Diop. Le bilan est satisfaisant. Sur le plan technique d'abord, parce que
durant ces 6 jours, nous avons enregistré une seule panne de climatisation, le samedi 2 septembre au matin, ce qui nous avait valu un retard d'à peu près 2 heures de temps. Effectivement, quand vous annoncez que la première classe est climatisée, vous devez prendre toutes les dispositions pour que cela soit le cas. Et ça a été le cas. C'est le lieu, ici encore une fois, de rendre hommage à l'équipe de la direction technique qui, en un temps record, a pu remettre en état cette climatisation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce personnel qui s'est battu matin et soir, parfois dans des conditions difficiles, parce que ayant été logé provisoirement, donc pour en arriver là, pour en arriver à une situation où nous avons pu transporter 3806 voyageurs. 3806 voyageurs, ça correspond en moyenne à 110, 111 voyageurs par train. La moyenne que je viens d'évoquer concerne l'ensemble du trafic. Donc 111 voyageurs par train, c'est pas mal, autour de 50% pour un train qui contient 240 passagers. Ça, je pensais à saluer. Et ce qu'il faut noter, c'est que 3806 passagers, ça correspond à plus de 760 véhicules de 5 places. Ça veut dire que si le train n'était pas là, on aurait pu peut-être dans le trafic recevoir 760 véhicules ou 63 bus. Ça vous donne, disons, une idée de l'importance de la présence du trafic ferroviaire. Alors, sur le plan de la distance, en termes d'évaluation, nous avons fait 2857 km. Vous savez, 2857 km, c'est quoi? C'est de Dakar à Accra. Donc, nos trains ont parcouru la distance Dakar-Accra. Cela démontre encore une fois la solidité de nos trains, ça démontre encore une fois l'engagement de nos travailleurs. À Léona Niassène, le mausolée de feu El Hadj Abdoulaye Niass a été rénové par des petits-fils du Saint-Homme. Les clés de l'infrastructure remises au Khalif de Léona Niassène en présence du Khalif de Medina Baye. Profitant de cette occasion, ces deux guides religieux ont appelé à l'unité de la grande famille Niassène avant de prier pour un retour de la paix au Niger. Le reportage est signé Ousmane Dem. Le mausolée de Foy El Hadj Abdoulaye Niass a connu plusieurs transformations. De Mam Khalifa Niass en passant par Baye Niass, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. L'événement qui nous réunit revêt d'une grande importance. La rénovation du mausolée de notre guide religieux El Hadj Abdoulaye Niass radiallahu anhu. Ce mausolée qui faisait face à un tamarinier a été tour à tour rénové par Mam Khalifa Niass puis Cheikh Ibrahim Niass dit Baye Niass. Cette initiative des petits-fils du Saint-Homme s'inscrit dans cette volonté de rendre beaucoup plus attractif le mausolée de leur grand-père. C'est par la suite que des petits-fils de Feu El Hadj Abdoulaye Niass radiallahu ta'ala anhu se sont engagés pour rénover ce mausolée. Nous sommes très contents de cette initiative. Profitant de cette occasion, ces khalifes généraux ont appelé à l'unité au sein de la grande famille Niassène de Kaolack. La famille Niassène est indivisible. Nous voulons faire comprendre cela à tout le monde. Nous n'accepterons plus certains comportements allant dans le sens de créer des problèmes au sein de cette famille. En marge de cette cérémonie à la fois historique et symbolique, des prières ont été formulées pour un retour de la paix au Niger. L'actualité sportive à présent avec le match amical Sénégal contre Algérie du 12 septembre. Le nouvel attaquant d'Al Nassr, Sadio Mané, est persuadé que le Sénégal peut s'en sortir avec la victoire le 12 septembre prochain pour son face-à-face avec l'Algérie. Pour Sadio Mané, toutefois, pas question d'entamer cette rencontre avec un esprit revanchard. Nous l'écoutons. Il y a de l'intensité, le match se prépare bien, donc on est juste impatient de faire face à cette équipe algérienne. Ça, c'est pas important, on a perdu 2 fois contre l'Algérie, je pense qu'ils avaient mérité, c'était clair. Et après, je pense que depuis lors, on est redevenu notre équipe. Donc
il le sait aussi. Donc voilà, je pense que ce match-là, c'est un match important pour nous, surtout on joue à domicile. Donc on sait que ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on est capable de battre aujourd'hui n'importe quelle équipe. Du coup, on est bien préparé. Nous poursuivons en football toujours, football local cette fois-ci, avec la coordination des activités de vacances à l'endroit, les phases nationales des Navétanes 2023, tenues donc à Kaffrine, et un bilan satisfaisant pour les organisateurs de la compétition. Football et théâtre ont été au menu des compétitions qui ont mobilisé de l'argent. 140 millions de francs CFA ont été investis et le match s'est tenu en présence de nombreux Kaffrinois, comme vous allez le voir sur ces images. Un réel succès, selon le président de l'ONCAV, Amadou Kane, que nous écoutons dans ce reportage de Chersadibou Diarra et Amadou Ba. 2023, des phases nationales des activités de Navétane à tout point de vue réussi, en dépit de son déroulement en période de saison des pluies. Parce que dans l'histoire des Navétanes, on ne peut pas organiser des phases qui sont meilleures. On n'a pas encore organisé des phases qui sont meilleures que celles qu'on a organisées. Des phases qui ont eu un grand succès, à tout point de vue. Du point de vue football senior, on avait 36 équipes qui ont joué. C'est une ASC de Diourbel qui, de mon point de vue, est pour la première fois venu là-bas, à gagner. Mais pour les cadets, c'est une ASC de Sédhiou qui a gagné. Théâtre, c'est une ASC de Dakar. Mais au-delà de cela, nous avons organisé beaucoup d'activités culturelles, 2 concerts, un à Birkelane, un à Kaffrine. Rendons grâce à Dieu, parce que ce n'est pas moins de 10 000 personnes qui étaient là-bas durant 17 jours. Alhamdulillah, partout dans la région, nous n'avons rencontré aucune difficulté majeure. Les phases nationales, compétition phare de l'organisme national de coordination des activités de vacances, mobilisent de plus en plus de ressources humaines et financières. Plus de 130 millions de francs CFA cette année. C'est le Sénégal qui était là-bas. Le Sénégal en miniature était dans la région de Kaffrine. Toutes les grandes activités ont été organisées dans la ville de Kaffrine. Mais ça a été un grand succès. Un grand succès. Et la population aussi nous a aidés. La population a adhéré. Si je prends le cas le jour de la finale, ça a plu toute la journée. La finale a commencé à 0h. Mais les gens sont restés au niveau des stades pour attendre que la pluie se termine pour que le match puisse avoir lieu. Dieu merci, je l'ai dit tout à l'heure. Le budget avait été bouclé bien avant même qu'on organise les phases nationales. Le coût, c'est un peu moins de 150 millions. Du point de vue hébergement, restauration, transport. Les Navétanes, source de renfort pour bon nombre de clubs, entre autres Teungueth FC, qui recrute l'attaquant de l'ASC Mboulane, Sakho Cissé. Parce qu'à l'heure où nous sommes, il y a beaucoup de joueurs qui ont été détectés par les grands clubs dans nos équipes, qui ont signé des contrats. Ça montre que le niveau était très élevé. La finale, c'est une finale d'autres factures. Que ce soit la finale, que ce soit les autres matchs qu'on a eu à organiser. Après l'étape Kaffrine, les phases nationales des activités des Navétanes font cap sur Matam. Des missions de prospection sont d'ores et déjà menées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. Deuxième partie du soir d'info. Nous recevons Dr Mor Gassama, économiste de profession. À tout de suite.